Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire à propos de l'éco-anxiété, c'est un nouveau mal-être. Je pense que c'est en tout cas quelque chose qui est en train de monter. Et donc, on va en découvrir un petit peu plus lors de ce webinaire avec Égide Altello, qui est psychologue, superviseur et auteur de nombreux livres, notamment d'écothérapie. Parce que bon, l'écologie peut être un sujet d'anxiété, mais aussi une solution, ça on y reviendra. Et donc voilà, je serai avec vous. N'hésitez pas pour ceux qui voient en live de poser des questions dans les discussions ou questions-réponses. Ce webinaire est donc enregistré, mais voilà, les noms des personnes qui sont là ne sont pas visibles. Voilà, j'espère que on passera un agréable moment ensemble. Ça devrait durer un peu moins d'une heure, je pense. J'en profiterai peut-être à la fin pour voilà, dire quelques mots sur Evoluno, qui est la solution de santé mentale qui combine le digital et l'humain dans une seule approche. Et voilà, j'espère pouvoir compter aussi sur vos interactions. Donc n'hésitez pas. En attendant, je donne la parole à Égide qui pourra en dire un peu plus sur lui et sur le sujet. Alors je vais commencer, hein. Je partagerai après si c'est nécessaire les slides. Euh, Hop, est-ce qu'il y a moyen de... Voilà, je vais faire comme ça. Donc déjà bienvenue, je m'appelle Égide, je suis psychologue, clinicien et j'ai vécu de plein fouet les inondations l'année dernière. Donc je suis dans la région qui a été fortement touchée par ça. C'est pas depuis ce moment-là que je m'intéresse à l'éco-anxiété, mais j'avoue que ce jour-là et les jours qui ont suivi, j'étais particulièrement touché, connecté et conscient de cette difficulté qui est partagée par de plus en plus de personnes. En ce qui me concerne, ce n'était pas de l'éco-anxiété que j'ai vécu lorsque j'ai été inondé et lorsque j'ai vu le carnage euh, en allant essayer de récupérer quelques vêtements pour ma belle-sœur dans sa maison qui était sous eau jusqu'au premier étage. Euh, C'était de la solastalgie, c'est pas la même chose. L'éco-anxiété, elle, figure davantage une peur, une anxiété par rapport à l'avenir ou à la viabilité de notre planète. On met beaucoup la question du dérèglement climatique en lien avec l'éco-anxiété, mais il n'y a pas que ça. Ça ne recouvre pas que l'anxiété liée au dérèglement climatique. Et c'est un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà. Ok. Bon, en même temps, je regardais s'il y avait des questions, mais j'ai pas encore dit grand-chose. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous partager ma présentation. Ce sera peut-être plus simple. Voilà. Hum, Ok. Ok. C'est bon, Alexandre? Oui, Hop. Parce que j'ai toujours un bug. Parfois, c'est la version présentateur que les gens voient. Donc ça va. On va commencer par un petit point de définition, parce qu'il y a de l'éco-anxiété. Déjà, là, je vous ai donné un autre terme, hein, qui est la solastalgie, ou qu'on pourrait aussi appeler l'éconostalgie, ou une forme de dépression écologique. Euh, donc c'est assez récent, ce terme dans la littérature scientifique, en tout cas en psychologie et en psychologie clinique, parce que voilà, c'est un syndrome qui fait partie de la grande famille des syndromes enfin des syndromes psychothérapiques. Qu'est-ce que c'est que ce mot qui peut faire peur, là, psychothératique? En fait, c'est les syndromes psychologiques enfin, de mal-être psychologique en lien avec l'environnement, la Terre en particulier. Donc voilà, et ce terme-là, ça fait pas longtemps qu'il est présent dans la littérature. Donc on voit vraiment que cette question-là, elle est
on a commencé à s'en inquiéter avec, avec justement les manifestations de ces différents dérèglements climatiques que l'on a pu observer déjà l'année dernière et puis encore cette fois-ci au printemps. Et Dieu sait ce qui nous attend demain. Donc on va prendre un petit peu de temps pour définir un petit peu tout ça, voir ce que c'est finalement l'éco-anxiété dans tous ces syndromes. On va voir aussi d'où ça vient, cette éco-anxiété, parce que parfois savoir d'où ça vient, ça peut être intéressant aussi pour essayer d'aller mieux. Mais quels sont les symptômes que l'on peut observer chez les personnes qui souffrent d'éco-anxiété? On va voir aussi ce qu'on peut faire. Dans un premier temps pour s'aider soi-même, peut-être pour aider autrui, ou encore comment trouver de l'aide, parce qu'il existe toute une série d'offres. Et parmi ces offres, il y en a certaines desquelles il faut quand même un peu se méfier. Pas que c'est une offre de mauvaise qualité, mais c'est que les gens ne sont pas bien formés pour l'accompagnement. Donc voilà, on va partir. Voilà. Donc, ces fameux syndromes psychothérapiques, qu'est-ce que c'est? Eh bien, dedans, on a l'éco-anxiété, qui est une anxiété en relation à notre environnement, au changement dans cet environnement, ou encore à ce que l'environnement pourrait avoir comme conséquence sur notre bien-être. La solastalgie ou l'éconostalgie, c'est une forme de sentiment de tristesse associé à la perte de quelque chose dans notre environnement. Ce qui est intéressant dans la solastalgie, c'est que le simple fait de ne plus voir une forêt à laquelle on était habitué, ça peut générer de la solastalgie. Moi ici, c'est pas l'homme directement qui est à la conséquence de ce que j'ai vécu l'année dernière. C'est les éléments de la nature, la pluie, qui est à l'origine de ça principalement. Voilà, les origines ici ne sont pas forcément humaines non plus. C'est pas lié forcément à une action même. Maintenant, ça peut être lié à l'humain. Comme par exemple, il y a un de mes amis, lui, il y avait un petit bosquet qu'il adorait quand il était petit, et puis un jour il est revenu dans son village d'enfance, et on avait construit une maison. Et le petit bosquet, évidemment, il avait disparu. Et il a senti un sentiment de tristesse. Alors que c'est quelque chose de chouette, hein, une maison, une habitation, on ne parle pas d'une usine à gaz hein, ici. Donc voilà, vous voyez que par rapport à ça, tout ce qui est en lien avec la perte de quelque chose qui est en lien avec notre environnement, eh bien là, on va davantage parler de solastalgie ou d'éconostalgie. L'éco-paralysie, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh bien, en fait, c'est assez simple. On la met en lien souvent avec l'éco-culpabilité. C'est le fait de ne pas savoir agir, d'être paralysé par rapport à ce qu'on devrait faire. Et de ne pas pouvoir y arriver par rapport à ce qu'on devrait faire pour préserver notre planète et ne pas pouvoir y arriver. Le fait ici, c'est que les émotions qui sont associées à tout ça, parce que on parle beaucoup d'émotions en fait ici hein, dans l'anxiété, donc dans l'anxiété il y a la peur, dans la solastalgie, là ici on va parler de tristesse, dans l'éco-paralysie peut-être de honte ou de culpabilité, et on parlait également dans certains articles, j'ai pu voir de l'éco-deuil, des deuils écologiques. Donc en fait, toute la panoplie des émotions que l'on peut ressentir dans notre quotidien lorsqu'elles sont en lien avec la nature et avec le fait que notre environnement est en train de changer, que la viabilité sur notre planète devient incertaine, en tout cas pour nous les êtres humains et peut-être aussi pour toute une série d'autres espèces. Eh bien ça génère des émotions et ces émotions, eh bien, on va les classer dans ces syndromes psychothérapiques. C'est pas, on n'est pas beaucoup là aujourd'hui, mais sachez que en fait, dans la moyenne de la population, 30% des personnes se disent très concernées par ce qui est en train de se passer au niveau climatique et environnemental. Et ça, 30%, sur
la totalité. Hein. Si on prend par exemple que les gens en dessous de 50 ans, on monte à 60%. Si on ne prend que les 18-30 ans, on est à 84% de personnes. Imaginez, c'est énorme hein, comme problématique. Ça touche quasiment tout le monde. Et plus on avance dans le temps, et bien plus les dérèglements climatiques se font présents, sont amenés à notre conscience. Et plus on en a conscience, plus on commence à développer toute une série d'émotions à propos de ça. Donc, qui est coupable de ça? Le coupable, ben, il n'y en a pas, il n'y en a pas énormément. Hein. Bien souvent, on parle de l'anthropocène. Hein. Vous voyez, c'est le fait que l'activité humaine transforme son environnement. Mais ce n'est pas que l'anthropocène. Hein. C'est un concept qui est souvent utilisé. Mais ce n'est pas que l'être humain. Il y a aussi des animaux hein, qui peuvent ravager des cultures ou ravager des jardins. Moi, je me souviens de ma mère qui essayait de planter des tulipes dans le jardin et le lendemain, tout avait été ravagé par les animaux sauvages. Maintenant, on vivait tout près d'une forêt, donc, mais je peux vous dire qu'elle a vécu de la colère ce jour-là contre les animaux, bien entendu, de la tristesse, du désarroi. Donc voilà, toute une série d'émotions, mais en lien avec la nature. Et bien déjà à ce moment-là, même si on ne parlait pas du tout de changement climatique, eh bien ces émotions pouvaient aussi être présentes. Donc il peut y avoir, ça peut être en lien, donc les modifications de l'environnement avec l'activité humaine, avec l'activité des non-humains, de l'activité géologique, météorologique, c'est ce qu'on a vécu l'année dernière, ou encore astronomique, ça c'est ce qu'ont vécu les dinosaures avant nous. Donc toute une série de changements, de perturbations dans notre environnement vont générer toute une série d'émotions en lien avec cet environnement. Et l'éco-anxiété, eh bien, c'est la peur de ce qui va se passer par la suite. C'est la peur de est-ce qu'on va nous pouvoir toujours être sur cette terre. C'est la peur de ce qu'on va laisser à nos enfants plus tard. Ce sont toutes ces peurs-là qui, n'ayant pas voilà, comme sont orientées vers l'avenir, eh bien, ça reste des peurs. C'est pour ça qu'on parle d'anxiété. On ne sait pas vérifier là tout de suite, dans l'immédiat, comment les choses vont se passer. Et ben, ça va générer toute une série de comportements, en fait, qu'on verra par la suite. Les origines de l'anxiété, en tout cas, de l'éco-anxiété, c'est principalement les médias hein, qui vont nous amener voilà, à dépeindre une situation climatique catastrophique. Et ils ont raison, hein, pour une fois qu'ils ne ménagent pas leurs efforts pour rendre quelque chose de très concret à ce niveau-là. Il y a les médias, il y a les expériences que l'on peut avoir. Il y a peut-être certains traits de personnalité qui peuvent favoriser l'émergence ou non de ce type d'anxiété, ou encore des éléments plutôt culturels ou contre-culturels. Et la solastalgie, mais là ici c'est vraiment davantage lié à l'expérience de perte, de bouleversements, de changements qui sont irrémédiables et en lien avec notre environnement. Bon, je ne vous fais pas la définition de toutes les origines, mais par rapport à l'éco-anxiété, on peut voir là ici qu'il y a beaucoup plus de facteurs qui peuvent intervenir. Ok, est-ce que j'ai... Voilà. Voilà. Donc, quels sont les symptômes? Qu'est-ce qu'on peut voir qu'est-ce qu'on peut ressentir lorsqu'on éprouve de l'éco-anxiété? C'est cette anxiété en relation à l'avenir ou à la viabilité de notre planète. On va parfois éviter des situations qui nous paraissent anxiogènes, comme j'ai
une de mes patientes qui ne voulait plus sortir de chez elle, qui avait peur d'aller se balader en forêt, de peur d'être confrontée à une déforestation sauvage, et donc qui était vraiment dans une situation dramatique, parce que ben, la nature, c'était vraiment son lieu de ressources, et elle n'osait plus y aller par peur, en fait, d'être confrontée à des éléments qui vont faire émerger son éco-anxiété. On peut éprouver de la colère, de l'impuissance, ou encore éprouver s'enfoncer davantage dans la dépression. On peut, on peut aller davantage peut-être aussi dans du retrait social, donc se désengager de certains groupes d'amis, de certains réseaux, parce que ben, tout simplement, les comportements qu'ils adoptent ont tendance à déclencher notre anxiété par rapport à notre environnement. Et on peut développer toute une série d'attitudes. Il y a les collapsologues, hein, que vous devez connaître aussi. Donc ça sont les personnes qui présagent un effondrement, quel qu'il soit en fait, hein, qu'il soit civilisationnel, économique ou encore météorologique ou climatique, peu importe, sont les collapsologues. Le principe de la collapsologie, c'est que il y a un moment donné, ça collapse. Et lorsque ça collapse, eh bien, ça s'effondre. On a, par rapport à ça, en lien direct avec la collapsologie, les survivalistes, les autonomistes, les prévoyants, tout ça, ce sont des personnes qui sont en lien avec le fait que ben, peut-être qu'à un moment donné, ça va s'effondrer, peut-être qu'à un moment donné, on n'aura plus d'électricité, peut-être qu'à un moment donné, on n'aura plus d'accès à l'eau, etc. Qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce que je peux faire pour me préserver moi et ma famille? C'est un petit peu ça, la question de départ des survivalistes, des autonomistes et des prévoyants. Ensuite, on a des gens qui sont plus activistes, qui vont participer à des manifestations, qui vont essayer de conscientiser leur environnement social à travers toute une série de choses, d'actions particulières. On a également, bon ça c'est en lien aussi avec la collapsologie, hein, si de toute façon c'est foutu, alors pourquoi s'embêter? Hein, c'est ce qu'on j'appelle les consommateurs désabusés. Hein, ils savent très bien qu'on va droit dans le mur, mais bon, de toute façon, quoi que je fasse, on y va. Donc pourquoi commencer à faire des efforts maintenant? Ça, c'est ce qui sous-tend ces consommateurs désabusés. On a les personnes qui sont très orientées bio, en tout cas production biologique dans leur alimentation, etc. On a les personnes qui sont davantage orientées vers les circuits courts. Donc voilà, on voit que toutes ces attitudes-là, eh bien, ce sont des attitudes en réaction à cette peur, qui sont simplement des comportements qui nous amènent à retrouver un petit peu de contrôle dans notre vie, un petit peu de contrôle par rapport à ce que l'on fait, donc que ce soit les survivalistes, les autonomistes, les prévoyants, etc. Tous ces comportements-là ont comme finalité, en tout cas psychologique, inconsciente, de nous permettre de retrouver un petit peu de contrôle et de cohérence par rapport à ce qui nous semble être important et ce que l'on fait. Et ça, on va en venir hein, sur comment est-ce qu'on peut s'aider soi-même. Cet élément-là de cohérence, elle est vraiment très importante. Alors, comment faire pour s'aider soi-même? Comme vous l'avez remarqué, eh bien, il y a différents types hein, d'anxiété, différentes origines liées à l'anxiété. Ça, c'est pas forcément de l'anxiété. Ça peut être toute une série de choses. Donc, ce qui va être important, c'est d'essayer d'identifier la source de cette éco-émotion. Là, ici, je parle d'anxiété, mais ça peut être aussi toute autre chose. Et une fois qu'on a touché la source de ça, eh bien, quels sont les moyens que j'ai à ma disposition pour agir? Comme on n'est pas beaucoup, ce que je ferai peut-être, si tu es d'accord Alexandre, c'est une fois que j'ai fini la présentation, on prend un petit peu de temps, on rallume les caméras, les micros et on fait ce petit exercice ensemble, où je vais guider à travers une petite visualisation par exemple.
ce que, voilà, et qu'on puisse débattre et voilà, un peu échanger entre nous autour de ça. Identifier donc les moyens que j'ai à ma disposition. Une fois que je sais ce qui me pose problème au niveau émotionnel, ben, peut-être que j'ai des solutions, peut-être qu'il y a des moyens, peut-être qu'il y a des actions qui peuvent être menées. Donc qu'est-ce que je fais? Euh, Qu'est-ce que je peux faire? Et allez-y, hein, agissez. S'il n'y a pas d'action possible, et concernant le climat, eh bien souvent c'est le cas. Parce que j'ai encore entendu tout à l'heure dans une émission, finalement tous ces gestes individuels que l'on nous demande de faire, en fait, c'est pas suffisant. Même si tout le monde s'y met, ce sera pas suffisant. C'est tout un changement systémique qui va devoir s'opérer et un changement systémique qui va devoir s'opérer très rapidement. Donc ce n'est pas au niveau des habitudes individuelles qu'on va devoir travailler, même si c'est déjà important de s'y mettre, mais c'est pas ça qui changera la donne. Donc il faut trouver d'autres secteurs d'action qui ont une influence indirecte peut-être sur l'anxiété que l'on peut observer, l'anxiété que l'on peut avoir ou la peur que l'on peut avoir. Moi, j'ai mes propres stratégies. Euh, j'ai travaillé, ça c'est pour ça que j'ai pas vraiment d'éco-anxiété, même si je suis conscient hein, de tout ce qui se passe au niveau climatique, j'ai pas vraiment d'éco-anxiété parce que j'ai déjà travaillé ce truc-là. Euh, voilà, je donnerai peut-être ma petite astuce, même si voilà, ce n'est qu'une vérité parmi d'autres. Mais c'est une vérité qui est liée à de l'acceptation. On verra un petit peu comment le faire aussi. Donc si on peut faire quelque chose, eh bien agissons. Si on ne sait pas, eh bien c'est important de rester dans l'action et de trouver donc du coup des secteurs d'action qui peuvent avoir une influence, même de manière indirecte. Alors, aider autrui, j'ai vu qu'il y avait quelques RH dans les noms terminés par RH. Donc voilà, parfois vous pouvez être amené à être en contact avec une personne qui présente ces fameux symptômes d'éco-anxiété ou d'éco-émotion. Ce qui va être important ici, si vous voulez pouvoir l'aider correctement, c'est faire ce qu'on appelle de l'écoute active, donc poser des questions ouvertes principalement, comme tiens, bah, qu'est-ce qui fait que tu es si inquiet aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait t'aider là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Donc voilà, être simplement dans l'écoute active, ne jugez pas. Hein. Disons bien que tout âge confondu, il y a 30% de la population qui est éco-anxieux. Et si on arrive dans les personnes qui sont dans la vie active, on est entre 60 et 70% de personnes qui sont très concernées, très préoccupées par ce qui est en train de se passer au niveau climatique. Donc ne soyez pas dans le jugement. Si ça ne vous concerne pas, c'est pas grave non plus. Hein. Ne soyez pas dans le jugement inverse non plus. C'est-à-dire si quelqu'un bah, est cool par rapport à ce qui se passe et que vous voyez qu'il le vit bien, il ne faut pas le culpabiliser. Hein. Peut-être que finalement il a trouvé une autre façon de traverser ce qui est en train de se passer là. Et surtout, ce qui est très important, si vous voulez vraiment aider quelqu'un par rapport à une difficulté comme celle-là, ne proposez pas de solution. Là ici, aujourd'hui, on va faire une sorte de solution qui n'en est pas une, hein. On va plutôt essayer de passer à travers un processus ensemble, lorsque on fera un petit exercice à la fin. Mais ce qui est vraiment important, c'est de ne proposer pas des solutions toutes faites. Euh, comme bah, trie plus tes déchets ou je sais pas moi, euh, mets des lampes LED ou bah, viens plutôt en vélo au travail ou enfin t'as pensé à ça et t'as pensé à ça. Ne rentrez pas là-dedans. C'est pas de ça dont autrui a besoin lorsqu'il éprouve ce type d'émotion. Si il veut trouver des solutions, bah, voilà, vous pouvez proposer vos solutions, mais lorsqu'on est aux prises avec des émotions, c'est pas des solutions dont on a besoin. On a besoin d'être écouté, de ne pas être jugé,
et que la personne soit simplement là et pas qu'elle essaye d'évacuer le problème et nous avec, du coup, avec une solution à deux balles. Ça, c'est hyper important. Peut-être un point annexe aussi, parce qu'effectivement, on cite des gens dans ressources humaines ici, mais comment est-ce qu'on fait effectivement quand la question de l'éco-anxiété vient aussi par rapport à l'entreprise, hein, bon, toute entreprise a un impact climatique, hein, certains disent que la neutralité carbone ne peut se faire qu'au niveau d'un pays où ça n'a pas de sens de parler au niveau entreprise. Bon, ça, on peut en débattre, mais en tout cas, il y a un impact. Et comme on voit que ça affecte surtout les jeunes, 18-30 ans, donc c'est des questions qui viennent sûrement en recrutement de gens juniors, mais peut-être aussi j'imagine, dans l'organisation aussi, à certains moments. Donc, comment est-ce qu'on fait face à ça quand la question de l'impact aussi vient et que ça génère une forme un peu d'injonction contradictoire où d'un côté on dit attention au changement climatique, mais d'un autre côté, peut-être qu'en travaillant, je contribue aussi d'une manière ou d'une autre au changement climatique en produisant finalement des choses qui... Là, ici, ça va vraiment dépendre de ce que produit la société comme service ou comme bien. Euh, Oui, voilà. Tu travailles dans l'éolien, bon bah voilà, ce que tu fais, bah, enfin, c'est discuté, hein, l'avantage de l'éolien ou pas. Euh, il y a toujours mais matière à voilà, tu redire. travailles imaginons que tu travailles à la SNCB, bah, ça a du sens, tu vois, de travailler dans la mobilité en commun, etc. Tu vois que ce type là, par rapport à, là, tu vois que ça a vraiment plein de sens, en fait, ce type d'entreprise-là. Mais toutes les entreprises n'ont pas cet avantage que peut avoir la SNCB, par exemple. Donc là, ici, il s'agit de se poser, de dire, bah, finalement, comment est-ce que je participe, ou ce qu'on propose participe d'une part à pouvoir effectuer ce mouvement de transition, parce que on va être obligé, hein, même si on ne le veut pas, on le voit bien, hein, il suffit de nous couper le gaz et le mazout et c'est la catastrophe, hein. Donc c'est pas compliqué de nous amener à faire changer nous les êtres humains, il suffit de nous mettre dans l'inconfort. Et là, l'inconfort, bah, on y est. Donc, Oui. Mais mais bon, donc, oui, le point, c'est aussi effectivement de se dire, bah, il y a toujours un chemin, hein, il y a un chemin. Et peut-être que finalement, bah, il était le l'entreprise chemin, n'aura peut-être. plus vraiment de sens à l'avenir, que les services proposés ne seront plus. Et là, ça, c'est au CEO qu'il faut, qu'il faut se poser la question. C'est à ce niveau-là. Mais par exemple, les services de biens, les services de médication comme Medimarket, etc., tout ça, ça a plein de sens, tu vois. Donc, c'est essayer de retrouver, en tout cas, finalement, ben, dans ce qu'on propose comme travail, dans l'entreprise, le service général de l'entreprise, comment ce service ben, participe au bien-être de la société, d'une société durable. Oui. Voilà. C'est le cas de plein de sociétés, il ne faut pas se tracasser, hein. Bon, il y a quelques secteurs d'activité comme les finances, etc., qui sont peut-être un peu moins vraiment connectés à la transition, en tout cas le côté solution. Euh, Ça dépend lesquels. oui, c'est bien ce que je dis, ça dépend lesquels. Donc voilà, certains secteurs auront davantage de facilité pour pouvoir trouver des arguments pour quand même continuer à fonctionner. Parce que les jeunes recrues, ben, elles sont extrêmement touchées par ça. Ça les concerne 84%, imagine quoi. 84% des jeunes. C'est pour ça qu'il faut inclure ça je pense aussi dans les stratégies de recrutement euh, Oui. et dans l'approche aussi de contact au candidat, quoi, ne pas que ça va devenir une des Je pense questions. que, enfin, inévitablement, de toute manière, que ce soit pour ben, se donner une belle image ou non, toutes les entreprises à l'heure d'aujourd'hui, elles vont devoir prendre ce chemin-là. Elles n'ont pas le choix. Non seulement pour continuer d'exister, parce que ben, pour exister, elle a besoin de travailleurs, et si les travailleurs veulent plus travailler chez elle, ben, ça va pas le faire, quoi. Mhm. Et aussi ben, parce que ça devient une nécessité. Donc, il y a vraiment un travail de réflexion à faire au cœur de chacune des entreprises par rapport à ça. Donc, voilà. Et ça, ben, on en est qu'au début, hein. Là, on se réveille seulement.
de la claque énergétique qui est en train de nous arriver, parce qu'on se dit, ah mon Dieu, je dois allumer le chauffage, il fait un peu froid ce matin, puis on se dit, ah, combien ça va me coûter cette histoire. Donc voilà, mais ça a toujours été comme ça, l'être humain ne change que lorsqu'il est dans la confort. Euh, Ouais. des changements importants, hein, je parle pas, il va toujours aller vers plus de confort, et donc si on le met dans du confort, il bougera plus, il sera content, il est bien. Si on le met dans l'inconfort, ben, là il va y avoir des changements. Je ne sais pas si c'était prévu ou conscientisé cette histoire, mais là, inévitablement, ben, il y a quelque chose qui est en train de précipiter les changements et les changements d'habitude et de comportement chez la plupart des gens. Bon, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, je n'ai pas d'avis là-dessus, mais c'est ça que j'observe. Donc voilà. Ok. Ensuite, trouver de l'aide. Trouver de l'aide, si possible, auprès de psychologues spécialisés ou psychologues cliniciens, en tout cas. Euh, c'est vraiment important. Si je dis d'éviter les groupes TQR, c'est pour une chose toute simple, en fait. C'est parce que C'est pas un groupe TQR, juste un pour... groupe TQR, c'est ce qu'on appelle le travail qui relie. C'est un truc qui a été créé par une écologiste dans les années 80, je crois, ou 70, je ne sais plus exactement. Dont le but, et c'est toujours ça, hein, le but premier de ce truc, c'est de mettre en mouvement les gens. Donc voilà, de faire en sorte que enfin, ce qu'elle avait pu observer, c'était que ses amis activistes avaient beaucoup de mal à se mettre à l'action. Et donc elle a créé des groupes pour les aider à se mettre en action. Je pense qu'ils étaient un peu éco-paralysés en fait. Il devait y avoir un truc comme ça. Et donc elle travaille peut-être sur cette dimension-là. Mais on n'a pas que ça en fait. On a plein de besoins. Et voilà, on disait aussi qu'il manquait des trucs. Euh, on a différents types de besoins en fonction du moment où on est dans notre transition personnelle. Si on est dans une transition, on a d'abord un besoin d'écoute. On a parfois des besoins d'acceptation. Moi, c'est par là que je passe très souvent lorsque j'ai des problèmes. Je commence d'abord par accepter le fait que, un, j'ai un problème, et deux, j'éprouve des émotions par rapport à ce problème-là. Et en fait, l'acceptation dont moi je parlais tout à l'heure, la façon dont moi je gère mon éco-anxiété, ben, c'est de me dire que finalement, enfin, je crois en la vie. Peut-être que la vie sera toujours présente sur Terre. Et peut-être que bon, la vie telle que je la connais, moi maintenant, sera plus celle-là qu'il y aura plus tard. Il y a de fortes chances d'ailleurs que ce soit comme ça, parce que ça a déjà été comme ça à plusieurs reprises sur notre planète. Donc, oui, que l'être humain soit peut-être le moteur de ce changement, ben, voilà. Je suis un être humain, j'y participe aussi comme je peux. Euh, mais de toute façon, la vie continuera. Essayer de préserver notre environnement, en fait, ce qu'on fait, hein, c'est qu'on essaie de préserver un environnement qui est viable pour l'homme. L'homme et toute une série d'autres animaux, dont principalement les mammifères, qui ont besoin de conditions de température, d'humidité, etc., etc., qui sont celles qu'on connaît maintenant, mais qui sont en train de changer. Donc ce qu'on essaie de préserver, c'est pas la vie sur Terre, hein, ou le vivant, comme certains mettent en pancarte, non, c'est juste un truc bien égoïste. On essaie juste de continuer à avoir une planète où nous, les êtres humains, on pourrait habiter. Donc il ne s'agit pas de préserver l'ensemble du vivant, hein, on n'a rien à voir avec ça. Donc déjà, ben, là aussi, on peut aussi hein, faire un peu d'acceptation, accepter le fait que ben, on soit un peu égoïste aussi. Peut-être que finalement, ce qu'on a peur, c'est on a peur juste pour nous ou peut-être nos enfants. Et est-ce que c'est de l'égoïsme? Oui, mais tout le monde l'est. Donc moi aussi, j'ai peur pour mes enfants, hein. Donc si je fais des trucs, c'est pas pour mes voisins de derrière la forêt, hein. Je m'en fous de moi si je fais Ah des oui, trucs, c'est pour mes enfants. un peu bien aussi anxieux par rapport à la perte de biodiversité et la forte disparition
des espèces, je pense que ça peut quand même aussi être une source d'anxiété chez certaines personnes, peut-être pas chez tout le monde. Oui, oui, Mais c'est une après, source c'est comme d'anxiété activité, chez de nombreuses personnes, hein. mm. Et puis, ben, Parfois plus que le changement climatique, hein. Parfois, certaines personnes sont plus touchées, chez les amis sont plus touchés par la disparition des gorilles ou d'autres espèces que effectivement le changement climatique, en se disant de toute façon les êtres humains, il y aura toujours plein. Par contre, ces espèces-là, il n'y en a plus que quelques centaines, et ça, c'est quand même plus dramatique, mais tout est question de perception. Donc, oui. Et enfin, ce qui est dramatique, c'est que ce soit l'activité humaine qui soit à l'origine de mais cette extinction. Mais des extinctions d'espèces, il y en avait avant on a déjà nous, hein. eu. On a déjà eu. Et bon, là, ici, on parle d'extinction massive, donc voilà, on est juste une sorte de gros météorite, mais sauf qu'il n'est pas venu de l'espace, il est venu de l'évolution, c'est nous. Ok. Tu vois, c'est ouais, c'est par l'humour aussi que je travaille mon éco-anxiété. Euh, et une sorte de fatalisme, d'acceptation, je sais pas très bien. Ensuite, on a besoin de liens, non seulement du lien à soi-même, hein, à travers de la méditation, à travers du yoga ou d'autres choses, du lien à son corps, c'est hyper important, mais également du lien avec son environnement social personnel, donc sa famille, ses amis, mais également du lien avec notre environnement autour de nous. On a besoin de ce lien. Euh, on est des êtres de lien, mais pas de lien que social, pas de lien que humain. On le voit bien, toutes les personnes d'entre vous qui ont un animal domestique, vous voyez le lien que vous avez avec votre animal, même si c'est un poisson rouge, hein, vous avez un lien avec. Et là, ici, on est encore sur euh, ce qu'on pourrait appeler de l'animal, mais même avec les végétaux, on peut avoir des liens. Donc ici, il s'agit de retrouver ce lien que les gens qui sont venus avant nous sur cette terre avaient. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est l'action. Ce n'est que dans l'action que vous allez pouvoir maîtriser cette anxiété. Il s'agit, de toute façon, il n'y a pas de solution à ça. C'est une forme d'anxiété existentielle. On la classe aussi, certains auteurs la classent dans ce qu'on appelle de l'anxiété existentielle, parce que ça touche à des fondements de l'existence. Et bah oui, là, on est sur des fondements de l'existence. On parle de la viabilité de la planète. C'est pas rien, quoi. Donc voilà, on est sur une forme également d'anxiété de type existentiel. Et bah, rester dans son salon, le front dans les mains, ça ne sert à rien, absolument à rien. La meilleure chose que vous puissiez faire, vous, pour pouvoir être mieux par rapport à ça, parce que peut-être que vous n'avez aucune solution, bah, c'est de faire des choses. De faire des choses qui sont en lien avec la nature, s'il y a moyen. Moi, je parle bien souvent de nature qui soigne. Euh, et l'écothérapie, ben, c'est un petit peu ça, hein. Il y a différents niveaux de lien à la nature en écothérapie, ou en tout cas de place que l'on donne à la nature dans la thérapie. C'est même ça. Et moi, lorsque je peux être moi que l'assistant de la nature et que c'est la nature qui est le psychothérapeute, ça me va très très bien. Mais voilà, il y a différents niveaux. Donc moi, ma façon aussi, c'est de gérer cette éco-anxiété, ben, c'est d'intégrer la nature dans mon travail. Ben, je suis psychologue, clinicien, je suis connu pour ça. Je ne vais pas refaire une formation de garde forestier, quoi. Même si j'aimerais bien, hein, je trouverais ça super chouette. Mais comment est-ce que je peux, ben, du coup, être un peu plus dans la nature, intégrer davantage la nature, être dans un lien différent à la nature que ce que je l'étais avant? Eh bien, je l'ai fait moi personnellement à travers l'écothérapie en emmenant les patients en forêt, en utilisant la forêt, les ressources de la forêt, les images que peuvent parfois amener certains arbres, certaines feuilles dans la thérapie. Et c'est juste formidable en fait ce qui se passe. C'est vachement plus sympa qu'en cabinet. Euh, et en même temps, bah, faire des activités dans la nature, ça diminue notre anxiété de base. Ça a un impact majeur sur le stress. Le fait de faire une promenade dans la nature d'1 heure, ça va diminuer tous vos indicateurs de stress, même au niveau du cortisol. Ça va également, bah, là du coup, développer votre conscience écologique, hein, si vous prenez un petit peu de temps, pas juste pour vous promener quelque part, et ce quelque part c'est la nature, mais que vous prenez du temps pour regarder tel arbre, écouter tel oiseau, d'être vraiment là, en fait, lorsque vous faites votre promenade,
eh bien, vous allez voir que finalement, ça va développer une sorte de lien, de connexion entre vous et ce qu'il y a autour de vous. Et bah, comme je l'ai dit, hein, pour moi, c'est un des éléments central, c'est de tisser du lien entre nous et ce qui n'est pas nous, entre nous et ce qui n'est pas humain. Ça peut être les oiseaux, ça peut être les insectes, ça peut être les araignées, ça peut être les arbres, ça peut être les plantes. Voilà. Et ce lien, il peut être de différentes façons, mais c'est important d'être dans ce lien, de le vivre. Ça peut être du lien de compassion, ça peut être du lien de compétition, ça peut être du lien de prédation aussi, hein, simplement cueillir une mûre, bah, c'est un prédateur, hein, vous allez manger un truc qui ne vous appartient pas. Voilà, mais il faut bien se nourrir, hein. On n'est pas malheureusement pas des plantes et donc on doit trouver notre alimentation à l'extérieur dans d'autres vivants. C'est comme ça qu'on fonctionne. Voilà, mais ce lien, bah, vous pouvez le tisser de différentes manières, mais allez-y. Et ce lien, vous ne pouvez le tisser que où? Bah, pas derrière votre bureau, dans la nature. Mais même un parc, hein, ça peut déjà suffire. Donc sortez dès que vous en avez l'occasion, sortez, sortez, sortez. Faites des petites réunions en extérieur. Ça a été tout à la mode tout un temps. Maintenant, bon, le printemps, pardon, l'automne commence à arriver, mais si on est bien couvert, il y a moyen de pouvoir faire une petite marche, une petite réunion en marchant à l'extérieur, dans un parc, etc. Ce sont des techniques qui existent, hein, et la technique, elle est toute simple. Il faut un point d'arrivée, il faut un point d'arrivée pour savoir où on va. Donc, est-ce qu'on va jusqu'à la cafétéria du coin? Est-ce qu'on fait juste le tour de machin? Et savoir ce qu'on va aborder lors de cette fameuse réunion. De façon à pouvoir avoir un séquenceur qui n'est pas un timer comme on a l'habitude de le faire, mais là ici, c'est en fonction des endroits où on va passer. Eh bien, ok, ben là on va passer à l'étape suivante de la présentation, de la discussion. Donc, il y a quelques petits outils comme ça que vous pouvez utiliser pour intégrer dans votre quotidien de travail un peu plus de nature. Voilà, j'ai terminé. Ok, super. Ben, merci, merci Égide. Je vais déjà regarder s'il y a des questions-réponses à ce stade. Euh, ok, ben, je vois pas beaucoup de questions. Mais donc, voilà, je voulais juste toucher un petit mot. N'hésitez pas encore, si vous voulez, de Volino, peut-être encore partager les. Ça peut-être plus. Moi, non. Et on fera le petit exercice juste à la fin Ah oui, ok. après ta présentation, hein. Oui, ok. Mais j'ai juste présenté 2 minutes chez Volino, ça va pas être très long. Tu peux peut-être repartager ton écran parce que moi, je ne sais pas le partager. Je ne suis plus animateur. Euh, On reviendra à la fin sur un petit exercice que je vais faire aussi. Euh, voilà, donc juste un petit mot sur Evolino. Donc, on est basé sur 4 piliers, qui est un, à la fois la compréhension et le monitoring du bien-être, de la santé mentale en entreprise, le fait de donner la capacité aux gens de s'améliorer avec une super application, un outil digital sur le web aussi qui permet d'avoir vraiment un coach digital qui vous offre des micro-apprentissages, des auto-évaluations rapides, des exercices de respiration qui peuvent être faits d'ailleurs en forêt, dans la nature. Voilà, tout ça enceinte d'une seule solution, mais qui peut aussi aiguiller vers des ressources de support, que ce soit internes ou externes, et notamment on a un réseau de psychologues, dont Egide fait partie, qui, sur base d'un matching en ligne, permet d'avoir la bonne personne, être en contact avec la bonne personne, qui effectivement peut être spécialisée dans le sujet, proche de chez vous, ou en vidéoconférence si vous préférez. Si vous voulez avoir vraiment quelqu'un de plus spécialisé, ou vous préférez ce format, c'est possible aussi. Et alors, on a toute une série d'activations parce qu'on pense que voilà, il faut modifier l'approche. On n'est plus dans la gestion de risques psychosociaux traditionnels, mais qu'il faut aller vers des programmes de promotion de la santé mentale, donc d'activer les gens sur des sujets variés, comme les COMCD, ça pourrait être l'un, le sommeil, on a fait aussi l'activité physique, la gestion du stress, la régulation du stress, les interactions avec les collègues, et il y a plein d'autres choses. La question, c'est comment est-ce qu'on fait, quoi. Comment, c'est toujours une approche constructive et positive pour donner des réponses, donner des solutions, donner de l'aide de manière
globale, mais aussi individuelle. Donc ça, c'est vraiment l'approche Evoluno. Et donc, je ne sais pas combien de temps tu as besoin pour l'exercice, Égide, mais voilà, c'était vraiment rapide. Je peux peut-être passer au slide suivant. Et donc voilà, ça c'est un exemple de monitoring qu'on a avec des petites enquêtes régulières qui permettent de donner quand même déjà des insights sur la situation, le nombre de personnes à risque et le pourcentage, et qui permet vraiment de savoir où on en est, de piloter vraiment son bien-être. Donc on n'est pas plus sur les enquêtes tous les 5 ans, mais quelque chose de beaucoup plus régulier, mais pas non plus sur le petit baromètre de 5 questions qui ne donnent pas grand-chose comme insight. Ici, on peut vraiment voir les causes et identifier les actions. On peut peut-être passer au slide suivant. Égide, voilà, encore. Et donc, ça, c'est voilà, quelques screenshots de la solution d'amélioration qui est disponible sur le web avec énormément de sessions sur plein de sujets et tous les mois, des nouveaux parcours qui ont lieu et des exercices aussi, des petits défis à compléter, quoi. Et là, c'est la partie matching où on peut être effectivement mis en contact avec la bonne personne. Donc, tout ça de manière intégrée avec aussi un remboursement, enfin un paiement des séances qui est fait par l'employeur, mais de manière confidentielle, c'est-à-dire qu'on ne communique pas qui fait appel à cette assistance. Et donc, on a quelque chose d'intégré. On peut commencer en digital gentiment et puis passer vers un soutien humain, et ce, de manière complètement structurée et intégrée. Donc, ça, c'est vraiment une des valeurs aussi. Tu peux encore passer au suivant. Et c'est évidemment confidentiel, comme je l'ai dit. Et alors, voilà, quelques exemples de programme d'activation. C'est un peu ce qu'on fait là, mais ce qu'on fait aussi pour les entreprises, avec des formations d'ambassadeurs, avec des programmes de communication positive et avec parfois des programmes de formation aussi sur mesure pour certains de nos clients. Et voilà, c'est un peu ça que je voulais vous montrer. Donc, on travaille pour des entreprises un peu de toutes les tailles, des petites PME de 20 personnes jusqu'à l'ensemble des fonctionnaires fédéraux, donc 65 000 fonctionnaires fédéraux, et des groupes, effectivement, dans la distribution, comme Hermès, Minimarket, ça, et dans d'autres secteurs divers et variés, comme le conseil, comme McKinsey, et d'autres encore. Donc, voilà un petit peu où on en est Evoluno. C'était juste un petit mot du sponsor pour agrémenter la présentation, et on peut revenir maintenant et clôturer gentiment avec l'exercice que proposait Égide. Et tu es en mute, hein, Égide. Je ne sais pas si c'est normal. Tu dois te démuter parce qu'on ne t'entend pas. Voilà, j'ai mis en pause. On peut arrêter l'enregistrement maintenant, hein, ça va pour toi? Peut-être dire un petit au revoir à Horatio qui nous écoute Voilà, ok. Donc, ben, voilà, un petit au revoir alors à toutes les personnes qui nous auront suivis. à 10. Oui, en différé. Merci à tous et à toutes. Et nous Enfin, continuons avec les personnes présentes en live. allez, au revoir à tous.